Bonjour, faisons un point sur les contrats préparatoires. Alors, moi je les appelle les contrats préparatoires, d'autres aussi, et certains les appellent les avant-contrats. J'aime moins le terme avant-contrat parce qu'on a le sentiment que ce n'est pas vraiment des contrats. Or, ce sont de véritables contrats. Ce sont des contrats préparatoires, des contrats provisoires qui préparent un contrat définitif. Et c'est pour ça que je les appelle plutôt les contrats préparatoires comme d'autres, mais vous trouverez l'expression avant-contrat, ce qui est synonyme. Alors, ces contrats préparatoires, ils n'étaient pas prévus dans le Code civil de 1804 en fait. Alors, enfin du moins ils étaient soumis à des règles contractuelles, mais c'est vrai que leur régime n'était pas organisé. Et du coup, c'est la jurisprudence qui s'en était emparée, mais de manière extrêmement peu cohérente, ne traitant pas du tout de la même manière, évidemment. C'est normal, le pacte de préférence et la promesse, mais ne respectant pas non plus la cohérence. Enfin, on est d'accord qu'on est quand même plus engagé a priori dans une promesse que dans un pacte de préférence, et pourtant, la jurisprudence semblait retenir une solution inverse. Bref, on attendait une réforme avec impatience sur cette question-là, et heureusement, la réforme est beaucoup plus cohérente en la matière. Et donc on va étudier le pacte de préférence et les promesses unilatérales. Je commence par le pacte de préférence. Alors d'abord, définissons le pacte de préférence. Qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, on le trouve à l'article 1123 du Code civil, donc issu de la réforme. Ce qu'on appelle un pacte de préférence, c'est un contrat par lequel une partie s'engage envers une autre à lui proposer en priorité la conclusion d'un contrat si jamais elle décide de conclure. Donc à ce stade, on n'est pas du tout sûr qu'on conclura le contrat, mais si jamais on décide de conclure, c'est à vous que je le proposerai en priorité. Dans le cadre du pacte de préférence, il n'est pas nécessaire pour que le contrat soit valable, pour que le pacte soit valable, d'avoir déterminé un quelconque prix. Ça n'est pas une condition. En revanche, il faut avoir bien identifier le bien et la nature du contrat. C'est-à-dire qu'il faut que je vous dise, si je décide de vendre cet appartement-là, c'est à vous que je le propose. Ou si je décide de le mettre en location, cet appartement, c'est à vous que je le propose. Donc la nature du contrat, une vente, un bail, et le bien lui-même. Pas si je décide un jour de vendre l'un de mes immeubles. D'accord? Donc il n'est pas nécessaire de prévoir ni un prix, ni même un délai. En revanche, il faut bien préciser la nature du contrat et identifier le bien. Alors ensuite, au niveau du régime, il y a plusieurs étapes en fait dans le cadre du pacte de préférence. Tant que le stipulant ne décide pas de contracter, il n'est tenu à aucune obligation. Je vous ai je vous ai dit que c'est à vous que je vendrai en priorité si je vends, mais si je ne décide pas de vendre, je n'ai aucune obligation. Si je décide de contracter, ça y est, je décide de vendre mon appartement, eh bien, mon obligation naît. Je dois vous proposer en priorité la vente de l'appartement. Si vous acceptez au prix que je vous ai proposé, alors le contrat est formé. Si vous refusez, je retrouve ma liberté, alors pas totale, dans le sens où j'ai pas le droit de proposer ensuite à quelqu'un d'autre à un prix moins élevé. Si je dois proposer un prix moins élevé, il faut à nouveau que je vous le propose à vous. En revanche, si je voulais proposer à un prix que vous ne l'acceptez pas à ce prix, je peux aller le proposer à n'importe qui à ce même prix. C'est pas tellement ces hypothèses qui ont posé problème. Ce qui a posé problème, c'est l'hypothèse où je décide de vendre, je décide de conclure le contrat, mais je ne vous le propose pas à vous en priorité, je vais conclure le contrat avec un tiers. Quid effectivement en cas de conclusion du contrat avec un tiers sans avoir respecté le pacte? Quelle est la sanction? Quel est le régime? Eh bien, la jurisprudence antérieure s'était un peu démêlée toute seule, puisque je vous l'ai dit, le législateur ne s'intéressait pas à ces questions, et évidemment, première sanction qui n'a jamais posé de problème, on peut engager la responsabilité contractuelle du stipulant. Obtenir des dommages et intérêts, ça n'a jamais posé de problème. Il s'est engagé, il a conclu un contrat, il a violé son contrat, il engage sa responsabilité. Bon. Le problème, c'est que parfois, ça ne suffit pas, la responsabilité. Imaginez, vous êtes mon voisin du dessous et vous voulez absolument acheter mon appartement du dessus parce que vous voulez faire un duplex, vous voulez agrandir, mais vous ne voulez pas déménager. Ça vous fait une belle jambe d'avoir des dommages et intérêts, c'est parce que vous vouliez cet appartement-là. Donc c'est poser la question de savoir si vous pouviez obtenir la substitution, c'est-à-dire remplacer finalement l'acquéreur, prendre sa place au prix convenu dans notre contrat. La Cour de cassation l'a admis dans une décision de chambre mixte le 26 mai 2006, mais à des conditions quand même assez strictes, parce qu'il
faut quand même aussi protéger le tiers, qui peut-être n'y peut rien, eh bien, il fallait, pour qu'il y ait substitution, prouver que le tiers avait connaissance de l'existence du pacte. Il savait que son contractant avait promis de proposer en priorité la vente à une autre personne. Donc il connaissait l'existence du pacte, donc déjà il est de mauvaise foi, et surtout il savait que le tiers, que le bénéficiaire du pacte voulait son prévaloir. Donc il faut démontrer que le tiers savait que vous souhaitiez bénéficier effectivement de ce pacte et acquérir ce bien. C'est à ces deux conditions que la jurisprudence permettait la substitution. En fait, il faut démontrer la mauvaise foi du tiers. Et c'est exactement ce que retient la réforme. L'article 1123 du Code civil prévoit une consécration. Évidemment, bien sûr, je ne l'ai pas réécrit, j'aurais dû. Il peut y avoir des dommages et intérêts, évidemment. Mais vous pouvez obtenir aussi la substitution ou la nullité du contrat en prouvant que le tiers connaissait l'existence du pacte et savait que vous vouliez vous en prévaloir. Ce qui sont des preuves qui ne sont pas facile à rapporter. Mais si vous arrivez à démontrer cette mauvaise foi du tiers, alors vous pourrez prendre sa place dans le contrat. Le problème de cette solution, de cette substitution, c'est qu'elle est quand même source d'insécurité juridique pour le tiers, parce qu'il peut se dire, mais alors, est-ce qu'il va demander la substitution? Est-ce qu'il va demander la substitution? Vous avez envie de conclure le contrat, mais vous vous dites, bon, je sais qu'il veut s'en prévaloir, enfin, je sais qu'il y a le contrat. Vous pouvez vouloir être sûr avant de conclure le contrat. Et c'est pourquoi l'article 1123 a créé une action interrogatoire. Alors, cette action interrogatoire, c'est une innovation de la réforme et elle est applicable même au pacte conclu avant le 1er octobre 2016. Donc normalement, vous le savez, la réforme ne s'applique qu'aux contrats conclus après, mais il y a des exceptions et notamment cette action interrogatoire. Alors c'est quoi cette action interrogatoire qui n'est pas vraiment une action en fait, parce que vous n'agissez pas en justice. En fait, vous envoyez une lettre, c'est un écrit adressé au bénéficiaire du pacte et vous lui dites « Je sais qu'il y a un pacte, souhaites-tu te prévaloir de ce pacte ?» Si oui, normalement vous ne devez pas conclure le contrat. Sinon, eh bien, si tu ne souhaites pas te prévaloir de ce pacte, eh bien, par la suite, tu ne pourras plus demander la nullité ou la substitution. C'est une façon pour le tiers de conclure le contrat tout en étant certain qu'il ne sera pas ensuite évincé de ce contrat. Voilà pour cette action interrogatoire. Passons maintenant à la promesse unilatérale. D'abord, définissons cette promesse. Aujourd'hui, nous en avons une définition à l'article 1124 du Code civil qui définit la promesse comme un contrat par lequel le promettant confère au bénéficiaire le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés. Donc attention, là c'est différent du pacte de préférence. Dans la promesse, il faut absolument que les éléments essentiels du contrat soient mentionnés. Si par exemple c'est une promesse de vente, il faut absolument que le prix et la chose soient clairement déterminés. Donc ça c'est une différence justement avec le pacte de préférence. Maintenant il est important de faire une différence avec l'offre. La grande différence avec l'offre, c'est que le pacte est un contrat. Donc il y a une acceptation de la part du bénéficiaire. Le problème c'est que cette acceptation parfois elle peut être tacite, donc c'est pas toujours évident de la matérialiser. En fait, la vraie distinction, mais qui n'est pas toujours non plus évidente à faire, c'est dans le droit d'option. Lorsqu'on est dans le cadre d'une promesse, le promettant est engagé. Son sort est entre les mains du bénéficiaire. Il manque juste le consentement du bénéficiaire, mais le promettant, lui, est engagé. Il n'est plus libre. Voyons maintenant le régime de la promesse unilatérale. Alors, première hypothèse, le promettant se rétracte après l'expiration du délai d'option. Il avait laissé un délai d'option, il se rétracte après. Ça n'a aucun intérêt puisque de toute façon, la promesse est devenue caduque à l'expiration du délai de levée d'option. Bon. Maintenant, s'il se rétracte après l'acceptation, là ce n'est pas possible puisqu'il y a eu rencontre d'une offre et d'une acceptation, et donc dans ces cas-là, le contrat est formé, il y aura exécution forcée. Tout le problème est justement dans l'hypothèse où il y a eu rétractation de la promesse dans le délai avant l'acceptation. Vous avez laissé 3 mois et au bout d'un mois, vous dites « Non, non, finalement, je ne veux plus conclure, je me rétracte. » Quid? Quelle sera la sanction?
Eh bien, c'est sur ça que la jurisprudence a été vraiment incohérente, hein, enfin en tout cas très critiquée. Vous avez sans doute entendu parler de la jurisprudence Cruz du 15 décembre 1993, où la Cour de cassation considère qu'il ne peut pas y avoir d'exécution forcée. Elle considère qu'à partir du moment où le promettant s'est rétracté, il n'y a pas de rencontre des volontés et donc pas d'exécution forcée du contrat. Il y aura quand même une sanction, mais ce sera une simple responsabilité contractuelle. Bon. La réforme, sur ce point, a condamné la jurisprudence Cruz qui faisait l'objet de très vives critiques puisque l'article 1124 du Code civil prévoit que la rétractation n'empêche pas la formation du contrat. Évidemment, si la levée d'option a lieu dans le délai, cela va de soi. Il peut donc y avoir une exécution forcée de la promesse, ou plutôt de la vente, si c'est une vente. Quid maintenant des promesses qui sont conclues avant le 1er octobre 2016, puisque cet article 1124 ne s'applique qu'aux promesses conclues après. Oui, mais d'un autre côté, vous le savez, la jurisprudence Cruz, c'est une jurisprudence, libre à la jurisprudence d'opérer un revirement de jurisprudence, et visiblement c'est ce qu'elle semble faire. Alors c'est un arrêt de la Chambre sociale, donc on ne peut pas non plus en tirer une décision trop générale, mais dans un arrêt de la Chambre sociale du 21 septembre 2017, la jurisprudence a évolué à la lumière de la réforme, c'est-à-dire qu'elle a vraiment retenu la solution de la réforme. Ce n'est pas une application anticipée de l'article 1124, c'est un revirement de jurisprudence à la lumière de l'article 1124. C'est pas du tout c'est pas interdit au regard, si vous voulez, du principe de non-rétroactivité de la loi. Voilà pour le régime de la promesse unilatérale, ce qui maintenant est beaucoup plus cohérent. On a un pacte de préférence, on a une promesse, on a quand même la promesse unilatérale qui est plus engageante que le pacte de préférence, ce qui est normal. Dans la promesse, on a fait un pas de plus. Donc aujourd'hui, il y a quand même plus de cohérence.